Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Emmanuel Macron a donc pris la parole depuis l'Argentine pour tenter d'envoyer un message aux agriculteurs ce soir. Les agriculteurs qui ont commencé à se mobiliser. Ça va monter crescendo jusqu'à demain. 80 départements concernés, selon la FNSEA, par des actions sur les routes notamment. Vous allez voir des tracteurs autour de chez vous. Je vous le disais, renseignez-vous, ça risque d'être compliqué de circuler à l'abord des grandes villes, même si on adore voir les tracteurs. C'est vrai que voir les tracteurs sur le périphérique, ça nous fait enrager, mais c'est fort sympathique. Je voudrais qu'on réécoute peut-être Emmanuel Macron, on va en parler, qui a évoqué tout à l'heure la souveraineté agricole européenne. Et la souveraineté alimentaire a un sens. C'est-à-dire qu'on veut pouvoir produire en européen et en particulier en français ce qui est important pour nous, notre alimentation. C'est vrai aujourd'hui. Et donc je ne veux pas qu'on cède de notre souveraineté alimentaire. Et l'agriculture française et européenne n'est pas un facteur d'ajustement à des mauvais accords. Non ? Alors, Jules Torres, on vous a pas entendu encore. Jules Torres, sur les mots d'Emmanuel Macron, d'abord sur le tempo, sur la forme, je trouve que ça arrive un peu tard. C'est-à-dire que depuis l'Argentine, il a parlé avec le président argentin, il envoie un message sur le tarmac de l'aéroport. Emmanuel Macron dit, alors que les tracteurs commencent à s'acheminer vers les grandes villes, ah mais non, mais le traité, il pouvait pas le dire avant ? Ça fait 7 ans qu'Emmanuel Macron il dit son opposition au Mercosur. On peut pas lui en vouloir de ne pas l'avoir dit bien avant. Le sujet, c'est est-ce qu'il aurait pu le faire 2-3 jours avant son déplacement. Ça, c'est une réalité. D'ailleurs, dans la présentation du déplacement qui a été faite par l'Élysée aux journalistes, l'Élysée n'insistait pas du tout sur le sujet du Mercosur. Il disait que Emmanuel Macron il allait en Argentine, notamment pour discuter avec Javier Milei, notamment pour parler des 3 sous-marins que la France va acheter, et pas pour prendre position sur le Mercosur. Donc ça, c'est la réalité. Et le problème, c'est que en politique, les impressions sont des faits. Là, aujourd'hui, nos agriculteurs ont l'impression que ce Mercosur est une mauvaise chose, une très mauvaise chose. Il y a du bon, il y a du mauvais. C'est comme pour l'accord avec le Canada sur le CETA. Il y a pour notre exportation, ça va être très bien. En revanche, les agriculteurs ont des raisons d'avoir peur de ce traité, quand bien même il va, Christophe Jacobizine l'a très bien dit, augmenter une part considérable de notre marché. C'est-à-dire qu'il y a 280 millions de personnes qui vont faire partie de ce traité de libre-échange. Donc le sujet pour Emmanuel Macron, c'est est-ce qu'il va pouvoir influencer aujourd'hui les États membres pour arriver notamment à avancer sur la question des normes, parce que pour que ce traité rentre en vigueur, il faut l'accord des 27. Donc si la France aujourd'hui est l'un des seuls, parce qu'il est un petit peu isolé, Emmanuel Macron, il faut le dire, parce que pour l'instant, Ursula von der Leyen, qui est donc allemande, les Allemands sont absolument pour ce traité, comme les Espagnols, comme les Portugais, pour des raisons différentes. D'abord, les Espagnols et les Portugais ont une relation un petit peu historique, si je puis dire, avec les pays d'Amérique latine et d'Amérique du Sud. L'Allemagne voit d'un très bon œil ces accords, notamment pour importer, ce qui n'est pas du tout le cas de la France. On verra ce que les pays comme la Belgique, l'Autriche, la Pologne envisagent, parce qu'ils ont quelques réserves aussi sur ce traité-là. Mais en tout cas, Emmanuel Macron, pour l'instant, il est tout seul. Il a raison de faire pression, parce que la réalité aujourd'hui, c'est dans notre pays, on a un gouffre démocratique et on a aussi des revendications auxquelles personne n'a répondu après cette crise des agriculteurs. Emmanuel Macron, il a dissous l'Assemblée nationale. Ça a amputé la France de son projet de loi d'orientation agricole. Les agriculteurs, ils sont très en colère. Et donc, la première des réponses, c'est de prendre fait et cause contre aujourd'hui ce Mercosur et surtout d'apporter des réponses très concrètes. Alors, Christophe Jacobizine, vous nous dites finalement, ce projet, elle est pas si mal que ça. C'est vrai que globalement... Il faut l'expliquer, parce que ça nous paraît surprenant. Il y a beaucoup de choses dans cet accord. Il y a évidemment un volet agricole sur lequel on discute ce soir et on les discute légitimement. C'est vrai qu'alors, pareil, les inquiétudes sur la viande. Il y a un quota qui a été prévu par l'accord avec le Mercosur de 1% maximum de viande qui viendrait d'Amérique du Sud. Donc c'est très peu. C'est pas les mêmes normes que chez nous. Ok, mais voilà. C'est 1%. Et vous mangez pas de Black Angus, vous? C'est très bon, ça. Vous disiez, oui. Vous disiez tout à l'heure que c'était pas bon, mais c'est pas bon. Enfin, parfois c'est bon. J'ai jamais dit que c'était pas bon. Non, mais tout ça pour dire qu'il y a comme de la viande. Je préfère la normande, parce que moi je préfère la normande. Chacun son truc. Mais simplement, pour revenir sur des choses un peu sérieuses. Oui. Il y a beaucoup de choses dans l'accord. Par exemple, on parlait des matières premières importantes pour la voiture électrique. C'est le lithium, le cobalt. On en trouve en Amérique du Sud. Et si c'est pas les Sud-Américains qui nous en vendent, ça sera les Chinois. Alors, il faut plus être dépendant
des Chinois ou des Sud-Américains? Et est-ce que c'est pas bien d'avoir 2 fournisseurs, 2 continents pour s'approvisionner sur des métaux qui seront stratégiques demain pour notre industrie, pour notre automobile, pour notre électrification? Mais si c'est si bien, pourquoi ils sont si inquiets, nos agriculteurs, Christophe Jacubizine? Mais parce que le volet agricole, il y a des points effectivement qui n'ont pas été suffisamment peut-être négociés. Il y a peut-être matière effectivement à renforcer, vous le disiez Pascal, certains contrôles. Non pas que, normalement, sur le papier, il est interdit d'importer des viandes, notamment qui contiennent des médicaments, des antibiotiques interdits en Europe. Sauf que le problème, c'est qui va contrôler. Souvent, on se contente d'un contrôle du pays exportateur qui dit, je vous jure, que j'ai pas mis d'antibiotiques dans ma viande. Et nous, on va faire des tests. Donc c'est vrai que là, il y a sans doute une défaillance de l'accord. Mais globalement, moi, oui, je pense que c'est un très bon accord. Encore une fois, il y a plein de continents qui vont se fermer. Les États-Unis de Donald Trump vont mettre des droits de douane sur tous les produits. Pas que sur les produits chinois, sur tous les produits. Et donc d'avoir 280 millions de consommateurs prêts à prendre nos produits, que ce soit des produits d'agriculture, on a parlé du lait, la poudre de lait, les fromages, les AOP, tout ça on va pouvoir leur vendre. Et puis évidemment les produits de luxe, plein d'autres choses. Mais objectivement, le fonctionnement de l'Europe, il est quand même basé sur des accords de libre-échange. Et on est une grande puissance exportatrice, l'Europe. C'est la plus grosse puissance exportatrice du monde. Pas forcément le cas de la France, mais c'est le cas de l'Europe. Donc c'est un accord qui, oui, qui serait bon pour le pays et bon pour le continent. Mais il y a peut-être des choses effectivement à améliorer. Oui. Des petits points à améliorer, c'est ce que dit Emmanuel Macron, qui ne laissera pas faire. Et qui envoie Michel Barnier mercredi à Bruxelles pour essayer il va se retrouver un peu seul, Michel Barnier, mercredi, non? Oui, bon, Michel Barnier, je pense qu'il est rodé à l'exercice. Il a été ministre de l'Agriculture, il sait. Et commissaire européen. Et ministre bien avant. Enfin, ça fait 40 ans qu'il navigue dans ces négociations. Il a négocié le Brexit, donc je peux lui faire confiance pour faire peser en tout cas la voix de la France sur cette question du Mercosur. Elle est seule, la France, non, Jules Torres? En tout cas, un peu seule face à ses alliés européens. Et je parle sous le contrôle de Christophe Jacubizine, qui est le plus opposé aujourd'hui au Mercosur. Pourquoi? Parce que on a une agriculture aujourd'hui en France qui est l'une des plus importantes en Europe. C'est pas du tout le cas de l'Espagne, c'est pas du tout le cas de l'Allemagne, et on a des pays notamment de l'Europe centrale, malheureusement beaucoup développés en matière agricole et qui exporte même plus que nous sur certains produits maintenant. Qui exporte, mais qui a de nombreuses demandes, notamment sur son importation. Mais le sujet, finalement, c'est surtout le timing. C'est que on a parlé de viticulture, on a parlé de céréales, les céréaliers français ont connu la pire année depuis des années. Sur la viticulture, vous allez voir des marchands de vin, allez voir les viticulteurs, je peux vous dire qu'ils sont vraiment démoralisés, que voilà, un certain nombre pensent fermer. D'ailleurs, ce que nous disaient quels que soient les syndicats ou les associations, c'est que ce Mercosur pourrait provoquer la fermeture de 4000 fermes. Mais donc, vous vous rendez compte, 4000 fermes de moins, le nombre d'agriculteurs n'a cessé de diminuer depuis les années 70. Plus d'1,5 million dans les années 70, ok. Il n'était plus que 389 000 lors du dernier recensement agricole effectué en 2020, 389 000. C'est-à-dire que, effectivement, cette c'est profession... pas la faute du Mercosur, hein. Non. Qui a dit ça, Christophe Jacubizine? Tout de suite, vous sentez agressé. En l'espace de 10 ans, il y a 100 000 fermes qui ont disparu quand même en France. Mais c'est vrai. Il faut aider nos agriculteurs. Il y a évidemment une crise des vocations, mais aujourd'hui, être agriculteur, c'est un sacerdoce. C'est-à-dire que vous l'avez très bien dit au début quand vous avez reçu le représentant de la FNSEA, c'est-à-dire que c'est 7 jours sur 7, c'est 24/24. Quand on veut prendre des vacances, que ce soit en été ou en hiver, eh bien, on n'a pas forcément un remplaçant. Alors, il y a évidemment des techniques qui aujourd'hui en France sont en train d'être mises en place, mais aujourd'hui, être agriculteur est l'un des métiers les plus durs qu'on peut avoir en France. Oui, c'est ça, c'est une vocation. On ne devient pas agriculteur en se demandant, tiens, qu'est-ce que je vais faire demain? C'est de père en fils. Quand on veut monter des exploitations, c'est la galère. Faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, Pascal. Parce que vous avez entendu tout à l'heure le vice-président de la FNSEA qui nous expliquait quand même que dans le mécontentement agricole, c'est pas uniquement le Mercosur. C'est aussi parce qu'on n'a pas tenu les promesses il y a un an, parce qu'il y a une dissolution et que la loi de transformation de l'agriculture n'a pas été votée. Et il nous a dit qu'entre 20 et 25% des promesses seulement avaient été remplies et tenues. Donc il faut peut-être aussi s'interroger pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait les 75%. Alors évidemment, il y a eu la dissolution, il n'y a pas de gouvernement, etc. Mais enfin bon, on a promis des choses aux agriculteurs. Enfin, je les comprends. C'est normal qu'un an après, ils reviennent et ils demandent. C'est où ils demandent. C'est normal. Mais attention, moi, je veux défendre quand même. Vous savez, vous avez compris du coup un peu le Mercosur parce que je pense qu'il nous sera très favorable à moyen et long terme.
Je pense Non, que mais c'est intéressant d'entendre cette voix-là. C'est vrai qu'on ce que n'entend je pas disais, c'est les impressions sont des faits en politique. C'est-à-dire que l'an dernier, la crise des agriculteurs, elle part de quoi? Elle part du GNR, ce gazole non routier. Et ça, ils ont obtenu satisfaction. Absolument. Et c'est exactement ce que le Mercosur, c'est la même chose. C'est que ça pourrait être le début finalement de cette crise, alors que quand on regarde dans le détail, il y a du bon. Il y a du mauvais, et c'est souvent comme ça en politique, hein. Il n'y a jamais que du mauvais. Il n'y a jamais que du mauvais en politique. Ces agriculteurs, donc, ils veulent faire entendre leur voix. Mobilisation, je vous le disais, à partir de demain, ce sera impressionnant. Et il y a déjà des points de blocage ce soir. Le retour vers les grandes villes va peut-être être un peu compliqué, et peut-être que vous nous écoutez sur Europe 1. Attention. Pardon. Ah, alors justement, on va en parler. Justement, dans un tout petit instant, on va réécouter les mots de Bruno Retailleau, qui ce matin a donné le ton, Qui est un fermier également. Oui, mais c'est exactement ça. Il a toujours soutenu les agriculteurs, Il a Bruno une ferme, Retailleau. Bruno Retailleau. Et voilà, donc et qui dit attention, il y a des limites à pas dépasser, sinon tolérance zéro. Ça vaut pour la SNCF aussi. Je sais pas. Surtout pour la SNCF. Oui, surtout pour. Non mais voilà, non mais je veux dire, bon, les agriculteurs, on leur tape peut-être un peu vite dessus. Je sais pas. On va en parler dans un instant. Il est 19h43. Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Nous parlons de la mobilisation des agriculteurs. Certes, c'est pénible quand on doit se rendre au travail, quand on rentre d'un week-end, d'avoir des ralentissements et des blocages. Mais les agriculteurs le disent, ils n'ont pas d'autre choix que de faire entendre leur voix. Nos agriculteurs vont mal, ils se mobilisent. Ils attendent des promesses, on le disait juste avant le journal permanent, des promesses qui n'ont pas été entièrement tenues. On vous a expliqué pourquoi. Ils sont très inquiets de ce projet d'accord de libre-échange avec l'Amérique du Sud. Christophe Jacubizine, le patron des Échos, nous disait finalement ce serait peut-être pas une mauvaise chose, mais il faut des garanties. Voilà pour le fond du dossier. Maintenant, sur la forme, la mobilisation des agriculteurs est accueillie par une voix. Celle de Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, qui leur a dit « Écoutez les gars, allez-y, mais je vous préviens, au moindre débordement, au moindre blocage des routes qui durent, ce sera tolérance zéro. » On a toujours des craintes avec des manifestations. C'est la raison pour laquelle j'ai reçu cette semaine des responsables syndicaux agricoles pour avoir un dialogue, mais pour leur dire aussi les limites, puisque le droit de manifester, c'est un droit constitutionnel, évidemment. Mais il y a des limites, et je leur ai indiqué qu'il y a 3 limites. Pas d'atteinte aux biens, pas d'atteinte, à plus forte raison, aux personnes, et pas d'enquistement, pas de blocage durable. Parce que sinon, ce sera tolérance zéro. S'il y a un blocage durable, un enquistement, nous n'hésiterons pas à mobiliser les forces mobiles pour qu'on puisse assumer la liberté de circulation. Bien, le message est passé. Le message est clair. Bon, après, il est dans son rôle, le ministre de l'Intérieur. Il doit défendre la sécurité des Français. Qu'est-ce qu'on dirait si Bruno Retailleau nous disait, finalement, allez-y, bloquer le périphérique, et qu'il y avait un drame, on s'en prendra directement au premier flic de France, au ministre de l'Intérieur. Donc, il a raison, et surtout, Bruno Retailleau, il fait ce discours qui est très sécuritaire, mais il ajoute à cela un soutien très fort aux agriculteurs. C'est-à-dire que les Français ne connaissent pas forcément Bruno Retailleau, mais c'est, je pense, oui, vous nous disiez, il a une ferme. C'est l'un des seuls hommes politiques qui vit dans une ferme, à Saint-Malo-du-Bois, en Vendée. Donc voilà, quand on l'a par exemple au téléphone, avant qu'il soit ministre, on peut l'avoir quand il donne à manger à ses moutons, à ses brebis, ou quand il nourrit ses chevaux, puisqu'il est passionné. Ça, je pense que les auditeurs de Europe 1 ne le savaient pas. Moi, je ne le savais pas. Non, d'ailleurs, c'est comme ça qu'il le repère au Puy du Fou. C'est parce qu'il est cavalier, il le repère quand il a 16 ans. Et donc voilà, c'est quelqu'un qui vit dans la terre. Mais là, il est place Beauvaux, il a pas le temps d'aller nourrir les vaches quand même. Non, le week-end sur 2, il le passe en Vendée, d'après nos informations. Mais donc voilà, il y a ce message en effet très sécuritaire, et il y a à côté cette éloge, si je puis dire, de la ruralité, proche de la terre, qui est très importante, et qui est au-delà des revendications politiques, des revendications économiques des agriculteurs. Ce qu'ils disent aussi, c'est qu'ils veulent être reconnus pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des hommes de la terre, qui sont parfois là, qui possèdent parfois des terres qui étaient celles de leurs ancêtres, de leurs aïeuls, de leurs parents. Et donc voilà, il y a aussi ce ressentiment, ce ressenti qui est très très fort chez les agriculteurs, c'est qu'ils veulent être chez eux, avoir leurs terres, au-delà des considérations politiques, partisanes et économiques. Alors Bruno Retailleau a envoyé ce message aux agriculteurs, à la SNCF également, qui prévoit de se mobiliser, peut-être au secteur aérien aussi. Christophe Jacubizine. Non, mais c'est vrai que il faut quand même surveiller de tout ça comme le lait sur le feu, parce que on est quand même dans une situation politique extrêmement fragile, un gouvernement extrêmement fragilisé, qui n'a pas de majorité, ça on le sait depuis qu'il a été nommé, des oppositions qui sont très vives, y compris en interne, y compris au sein du bloc majoritaire, entre guillemets. Et donc c'est vrai qu'un pays qui s'embrase avec des agriculteurs d'un côté et, vous le rappeliez Pascal, les cheminots de l'autre,
avec un pouvoir politique faible, Très faible. c'est très inquiétant. Et donc d'où effectivement Bruno Retailleau, je pense qu'il a conscience de ça et s'il appelle un peu au calme une population qui d'ailleurs avec laquelle il a une forme de sensibilité, vous le disiez, et d'accord, c'est aussi pour leur dire attention les gars, n'allez pas trop loin parce que moi j'ai pas forcément l'autorité, les moyens et l'autorité politique en ce moment pour gérer tous ces conflits sociaux en même temps. Donc voilà, je pense que faut quand même mesurer que on est dans un pays qui est en ce moment très fragilisé et que des conflits sociaux qui se multiplient. J'ai pas parlé évidemment des conflits potentiels dans beaucoup d'entreprises. On en a parlé les semaines passées, des plans sociaux qui risquent de se multiplier. Tout ça fait beaucoup de tensions sociales à gérer. Et puis surtout, les agriculteurs, comme au début de l'année, possèdent quelque chose qui est très important, c'est qu'ils ont un soutien écrasant de l'opinion. Donc quand on a le soutien écrasant de l'opinion, on n'a pas besoin de bloquer durablement, on n'a pas besoin d'enquister, on n'a pas besoin de faire des atteintes aux biens. Enfin, aujourd'hui dans le mouvement des agriculteurs, il n'y a pas de black bloc, il n'y a pas de casseurs, il n'y a pas d'antifa. C'est des revendications qui sont communes, qui sont partagées par un certain nombre de Français et un mouvement qui est qui possède encore une fois un soutien massif chez l'électorat ou en tout cas chez les Français. Je crois que pendant le mouvement des agriculteurs, on avait obtenu quasiment 88% d'approbation à un moment T de la mobilisation. Et pour ajouter, Pascal, quelque chose sur le climat politique et social actuel, et ce qui peut expliquer aussi la sortie d'Emmanuel Macron, vous le disiez, sur le tarmac entre l'Argentine et le Brésil, c'est que la France n'a pas toutes les cartes en main. C'est-à-dire que cet accord à Bruxelles peut être adopté sans nous. C'est une compétence communautaire, une compétence européenne. D'ailleurs, ça prend du temps, mais l'Europe, elle va pas vite, mais elle mène son petit bonhomme de chemin, elle ira au bout. Et elle fera voter le Mercosur comme elle avait fait voter le CETA. Ce sera un camouflet non pour Emmanuel Macron. Parce que la France est un des piliers de l'Europe. Oui, quand même. mais bon, on a ralenti au maximum. À un moment donné, ça va basculer et ça va être adopté. Alors évidemment, on pourra mettre des réserves. Vous savez que sur le CETA, l'accord avec l'Amérique du Nord et le Canada, il y avait certaines choses qui n'étaient pas appliquées parce que certains États avaient dit non. Mais la plupart de l'accord sur le CETA, l'accord commercial avec l'Amérique du Nord, est en place. Et ça sera la même chose pour le Mercosur. Donc le fait que tous les ministres, le président disent je suis contre, c'est pour dire, vous voyez, j'étais contre, mais j'ai rien pu faire à Bruxelles. Ouais. C'est une manière aussi de préparer les esprits. Et parce que théoriquement, et Christophe Jacobine l'a très bien dit, parce que tout à l'heure j'ai dit que sans l'accord de la France, on ne pourrait pas faire que ce traité entre en vigueur. Théoriquement, c'est vrai, la France a un droit de veto. Elle pourrait avoir une minorité de blocage, pardon de ces termes, mais c'est des termes qui sont profondément européens, que l'on utilise au Parlement et au Conseil européen. Mais il y a des mécanismes institutionnels au Parlement européen qui permettent, par exemple, en coupant en deux un traité, on met le volet commercial d'un côté, le volet politique de l'autre, et bien de faire adopter ce traité, le volet commercial, pour le coup, sans l'accord de la France, sachant que il faut 30% pour l'instant pour la voter, et l'Allemagne, l'Espagne et le Portugal ont assez d'habitants pour peser dans ces négociations et dans ce vote-là. Donc c'est vrai que on a un petit peu l'impression qu'aujourd'hui le gouvernement Emmanuel Macron, ses ministres, Antoine Armand le premier, bombe un petit peu le torse. À la fin, je pense que ce texte sera adopté, que la France n'y pourra pas grand-chose, que nos agriculteurs seront déçus. Donc là, le sujet, c'est qu'est-ce qu'on peut faire sur le plan national. Et surtout, nos agriculteurs sont courtisés, nos agriculteurs, parce que c'est un électorat qui compte, qui a du poids en France. Donc il faut les chouchouter, les agriculteurs. Vous avez raison, Pascal, surtout par l'impact qu'ils ont sur d'autres électeurs, d'autres pensent à la famille. Vous disiez, on a tous des racines paysannes, et donc, parce qu'en nombre, ils sont très peu. Mais, effectivement, ils ont une influence politique qui va au-delà du nombre d'agriculteurs. Oui, et sur le plan national, Annie Genevard nous a dit que le fameux plan d'orientation agricole arrivera, je crois que c'est le 14 janvier au Sénat. Il y aura avant ça une proposition de loi sur les normes qui arrivera pour le coup à l'Assemblée, mais ça c'est le 17 décembre. Donc on peut faire des choses sur le plan national, on peut faire des choses via notre Assemblée, via notre Sénat. On a un certain nombre, Annie Genevard, elle vient du Doubs, elle les connaît par cœur, les agriculteurs. On a un certain nombre d'élus, que ce soit des députés ou des sénateurs qui connaissent très bien le sujet. Donc c'est vrai qu'on a un petit peu aussi tendance à s'enfermer avec ce débat-là sur le Mercosur, mais il y a plein d'autres sujets, plein d'autres possibilités, et la France a une capacité à aujourd'hui aider ses agriculteurs sans forcément passer par le Parlement, le Conseil européen. Et je disais, Valérie Pécresse, d'ailleurs, la présidente de la région Île-de-France est arrivée à Vélizy,
aux côtés des agriculteurs, alors certainement pour les soutenir, mais ça rejoint ce que je disais, effectivement, être aux côtés des agriculteurs, ça va dans le bon sens. C'est aussi une question d'image. Voilà, c'est pour ça que je disais qu'Emmanuel Macron avait réagi un peu tard. Bruno Retailleau a dit qu'il avait reçu les syndicats d'agriculteurs cette semaine. Bon, Emmanuel Macron arrive la veille pour dire non, mais ce traité, rappelez, vous avez raison de dire qu'il a toujours été opposé. Certains font un peu de démagogie. Exactement, je ne sais pas. Vous m'arrachez les mots de la bouche. Non, mais c'est vrai, mais c'est gros, c'est un peu gros. Voilà, c'est de nature à pouvoir les agacer, les agriculteurs. Il ne faut pas faire de démagogie sur ce sujet, notamment celui du Mercosur, parce qu'il y a des aspects. On a bien compris, Christophe Jacubizine, que vous étiez un grand défenseur du projet. Christophe Jacubizine est venu pour nous parler de ça ce soir. On va reprocher à des politiques de faire de la politique, mais c'est toujours la manière de le faire. Et là, c'est vrai que Valérie Pécresse arrive visiblement avec ses gros sabots sur le rond-point. Oui, c'est ça. Mais donc on verra ce qui peut se passer dans les prochains jours. Mais en tout cas, c'est le débat qui va animer notre semaine. Il va falloir que ça se passe dans le calme, en revanche, parce que c'est vrai, Christophe Jacubizine a raison. C'est une fin d'année qui risque d'être tendue. Il y a des mobilisations aussi annoncées dans la fonction publique un peu partout en France. C'est-à-dire que c'est en train de couver. Et le tout, il faut pas que la cocotte explose. Donc c'est le rôle effectivement de Bruno Retailleau. C'est peut-être pour ça aussi qu'il a voulu faire passer ces messages cette semaine. Voilà, mais les agriculteurs ont promis entre guillemets d'être sages. Vous avez entendu, non, il n'y a pas de prévu de débordement. Voilà, mais en tout cas, il faut entendre leur voix. Merci beaucoup, Jules Torres. Vous filez non? Je vais filer chez l'ami Elliott Deval. D'accord, voilà, très bien. Merci beaucoup. Mais j'ai passé une très belle heure avec vous. Ah, merci infiniment. Et avec Christophe Jacubizine. C'est un bon duo. Bon duo. Je sais que Paul Melun vous manque. Voilà, je ne sais pas où il est, Paul Melun. Merci beaucoup, Christophe Jacubizine, patron des Échos, d'être venu sur le plateau d'Europe 1 Soir Week-end. Il est 19h57 sur Europe 1.